fin de la session d'avril 2022 au Conseil national de la transition CNT. On enregistre l'adoption de 35 projets de loi sur les 42 reçus, occasion pour le président Malick Diaw de se prononcer sur les grandes questions d'intérêt national. Probablement une station de pompage Somagep SA dans la cour de l'Institut d'économie rurale IER. Deux membres du gouvernement au cours d'une rencontre ont échangé et examiné la faisabilité du dit projet qui, une fois réalisé, va améliorer la desserte en eau potable des populations de la rive gauche. Un invité dans ce journal en la personne du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur le ministre va nous parler du renouvellement du mandat de l'amunissement ainsi que de l'actualité concernant certains propos tenus contre le Mali et bien sûr du sommet d'Accra prévu le 3 juillet prochain. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'être notre invité et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous sommes donc vendredi 1er juillet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Conseil de cabinet à la primature au menu des échanges, entre autres, l'opérationnalisation des nouvelles régions ainsi que la situation sécuritaire et sanitaire. Pour ce qu'il s'agit du premier dossier, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, précisera qu'un séminaire sera organisé très bientôt ici à Bamako avec tous les gouverneurs des régions du Mali. Et le séminaire donc sera présidé par le chef de l'État, Assimi Goïta. On l'écoute au micro de Khadijatou Kone, le porte-parole du gouvernement. Le conseil de cabinet de cet après-midi a porté sur les préparatifs d'un exercice inédit de rencontre entre le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, le gouvernement et l'ensemble des gouverneurs de notre pays. Je voudrais ici rappeler que la vision du président de la transition, c'est de trouver des réponses urgentes aux préoccupations de notre population. Et dans cette perspective, il a instruit au gouvernement d'organiser un exercice inédit. Pour la première fois, il y aura un séminaire gouvernemental qui réunira à la fois les gouverneurs de toutes les régions et les ministres. Bien entendu, ce séminaire sera présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition lui-même. Le but est de donner des garanties à nos populations dans le cadre de l'opérationnalisation des nouvelles régions et, bien entendu, également de donner des réponses opérationnelles aux différentes préoccupations de nos populations, préoccupations diverses sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan sanitaire. Donc ce séminaire aura lieu très bientôt et vous serez tenus au courant d'éventuelles dates de la rencontre. Et toujours à la primature, poursuivons avec le Premier ministre qui a rencontré l'association des ressortissants de la commune rurale de Sanga. La délégation était porteuse d'un message du Grand Ogon, nous dit Boubacar Bablitouli. À la rencontre du Premier ministre, Dr Shogel Kokalamaïga, les forces vives de la commune rurale de Sanga, regroupées au sein de l'association des ressortissants de la localité. La délégation est venue partager certaines préoccupations avec le chef du gouvernement relatives à l'insécurité grandissante dans la zone et lui transmettre un message du Ogon. Nous voulons attirer votre attention sur l'insécurité qui a pris ces derniers temps des proportions extrêmement inquiétantes dans notre commune. En effet, les populations de la commune rurale de Sanga ne peuvent plus vaquer librement à leurs occupations et font l'objet d'exactions et d'atteintes à leur intégrité physique ainsi qu'à leurs biens. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'hivernage qui est en cours d'installation risque de ne pas être mis à profit par nos populations pour s'engager dans les travaux champêtres, créant ainsi les conditions d'une disette, voire d'une famine dans les mois à venir. Joints par l'ensemble des légitimités traditionnelles, les religieux et toutes les populations de la commune de Sanga, pour vous dire qu'ils vous soutiennent. Ils soutiennent le président, ils soutiennent la transition. Qu'ils prient tous les jours pour que Dieu assiste le Mali
que la paix et l'entente règnent dans ce pays. Face à ces doléances, le chef du gouvernement dit avoir pris bonne note. Aujourd'hui, nous devons travailler, l'État, l'armée et les populations, pour reprendre petit à petit le terrain perdu pendant ces quelques années. Et dans cette bataille, rien ne peut réussir sans le soutien des populations. C'est pour cela que votre soutien aux autorités de la transition, cher doyen, celui de vénérer Ogon, c'est réconfortant, je pense, pour quelques dirigeants que ce soit. Le président de la transition sera informé de façon détaillée de ce qui vient d'être dit et vous dire que tout ce qu'on n'aura pas fait pour vous, c'est qu'on n'a pas pu. Parce que aussi longtemps, je dis, que ce qui se passe au centre ne cesse pas, où la situation ne s'inverse pas, il n'y a pas d'espoir que le reste du Mali peut retrouver la paix. C'est l'épicentre aujourd'hui de la solution de la crise. Elle doit commencer par le centre. C'est à partir de là que la paix va rayonner sur le reste du Mali. C'est à partir de la déstabilisation du centre que le pays a perdu espoir en son temps, pour rayonner et prendre les 80% du territoire. C'est à partir de là aujourd'hui aussi qu'il faut commencer à imposer le retour de la paix, de la sécurité, de l'État, comme vous l'avez demandé. Récemment, vous avez vu au niveau du gouvernement, près de 200 sous-préfets ont été nommés en un seul jour. C'est la volonté claire de l'État, du gouvernement, disons, du président de la transition, d'incarner le retour de l'État. Parce que sans la présence de l'État, aussi, rien n'est possible. La rencontre a aussi été l'occasion pour les visiteurs du jour de plaider auprès du Premier ministre pour l'érection de la commune rurale de Sanga en cercle. Fin de la session d'avril 2022 au Conseil national de la transition. On enregistre l'adoption de 35 projets de loi sur les 42 reçus. Occasion pour le colonel Malick Diaw de se prononcer sur les grandes questions d'intérêt national. Écoutons-le des propos recueillis par Nouhoum Sissoko. De la date d'ouverture de notre session, le lundi 4 avril 2022 à ce jour, notre pays a enregistré d'importants événements dont certains ont failli entacher le cours de la transition. Je vais parler notamment du coup d'État déjoué par les forces de défense et de sécurité du Mali dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Cet acte malveillant, posé au moment où le Mali se bat pour sa refondation et sa stabilité, a été vigoureusement condamné par le CNT dans son communiqué du 17 mai 2022. C'est l'occasion pour nous de réitérer notre soutien constant à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et à toutes les institutions de la République, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité maliennes dans leur quête quotidienne de sécurisation du pays et de rétablissement de l'ordre constitutionnel. Les sanctions pesant sur le Mali depuis le 9 janvier 2022 ont été maintenues. Nous sommes actuellement à la veille du prochain sommet dont nous attendrons également les conclusions avec sérénité. Les échanges en cours avec la CEDEAO ne devraient en aucune manière constituer un facteur de blocage de notre processus de refondation. Aujourd'hui, nous sommes largement réconfortés suite au décret numéro 0335 PTRM du 6 juin 2022 qui a fixé la durée de la transition à 24 mois pour compter du 26 mars 2022. Ceci constitue une expression très forte de la volonté des plus hautes autorités du pays de disposer d'une boussole bien réglée pour la suite de la transition, à travers l'élaboration subséquente d'un chronogramme réaliste devant nous conduire à des élections générales transparentes
et crédible. La nouvelle loi électorale dont nous saluons l'adoption constitue à cet effet le déclic d'une échéance que nous souhaitons atteindre en toute quiétude et en toute responsabilité. C'est le lieu de rappeler que cette loi électorale, qui constitue l'un des piliers du renouveau démocratique de notre État, n'est ni l'apanage exclusif du seul CNT, encore moins celui de Malick Diaw. Elle est le fruit d'un long processus de concertation avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques de notre pays. Elle est donc la loi du Mali, raison pour laquelle le président de la transition n'a pas hésité une seule seconde pour la promulguer. Les équipes de restitution du CNT sillonneront très bientôt toutes les capitales régionales pour procéder à une large vulgarisation du texte auprès des populations maliennes. De 31 projets et propositions de loi en début de session, notre tableau de saisine s'est enrichi de nouveaux dépôts, portant à 42 le nombre total de saisines en fin de session. En somme, les 3 mois de travaux que nous venons de boucler nous ont permis d'en adopter 35, au nombre desquels figurent des ratifications d'ordonnances relatives à différents secteurs de la vie nationale, notamment la fonction publique, l'éducation, la santé, la construction citoyenne, la défense et la sécurité, la culture, l'environnement, les transports, l'électricité et les affaires religieuses. Elle a été marquée, entre autres, par une séance de questions d'actualité sur la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement de transition, ainsi qu'une série de questions orales adressées à certains ministres sur des sujets tels que les problèmes de l'école, le foncier et la gestion des logements sociaux. Et auparavant, les membres du CNT ont adopté 2 projets de loi portant au règlement des exercices budgétaires de 2016 et 2017. Ils ont aussi adopté le projet de loi portant autorisation du gouvernement par le Conseil national de la transition à prendre certaines mesures par ordonnance. Nous allons y revenir dans nos éditions de demain avec Nouhoum Sissoko. Je vous propose maintenant de suivre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop vient de participer à Bruxelles à la 33e édition du Grand Montana Forum, un espace de dialogue et d'échange entre les pays africains et les dirigeants du monde. Cette année, le thème était « Le monde à l'heure de la souveraineté économique de l'Afrique, transformer la résilience en opportunité ». Prenant la parole à la session inaugurale, le ministre Diop a pointé du doigt le leadership et la gouvernance mondiale qui, selon lui, sont en faillite totale. On l'écoute. Les défis les plus importants auxquels nous faisons face aujourd'hui dans le monde, pour moi, c'est premièrement des défis liés au leadership et à la gouvernance mondiale, qui sont en faillite totale. Et c'est pourquoi nous n'arrivons à régler aucun de nos problèmes en ce moment, parce que nous n'avons ni les pays, ni les dirigeants, ni les organisations qui ont la capacité, ni même la légitimité de pouvoir régler les problèmes qui se posent à nous. Et si je prends le cas spécifique du Mali, qui est aujourd'hui dans cette difficulté particulière, je crois que le problème du Mali est lié à une erreur géostratégique monumentale qui a été l'intervention occidentale en Libye. Et je pense qu'on parle récemment de l'Ukraine, mais avant l'Ukraine, il y a eu des erreurs stratégiques monumentales qui ont fait qu'on a renversé un régime qui a projeté des rebelles et des groupes terroristes dans le nord du Mali, qui a fait qu'aujourd'hui, le Mali a perdu les 2 tiers de son territoire. Aujourd'hui, l'insécurité touche l'ensemble de la région. Et ce n'est pas les seules erreurs, il y en a eu beaucoup. L'Irak a été attaqué sur la base de prétextes fallacieux, nous le savons aujourd'hui. Et ce qui s'est passé en Syrie, donc nous avons une répétition des crises qui se passe parce que nous avons une gouvernance mondiale qui a été dominée par des approches unilatérales qui nous ont amenés dans des problèmes que personne n'assume. Donc aujourd'hui, je crois que vraiment, si on veut repartir à la base, de mon point de vue, c'est de sortir de ce schéma d'agression, des réponses militaires, militaristes,
Parce que toutes nos solutions, même par rapport à la gouvernance mondiale, c'est de favoriser les réponses militaires. Or, nous savons qu'aujourd'hui, en Afrique, notre premier problème, c'est notre jeunesse. Si nous arrivions à créer des emplois, à industrialiser le continent, à faire avancer un peu l'intégration régionale, nous créerons plus de richesses que l'aide au développement peut nous apporter. Et je crois que c'est ça la véritable prévention des conflits. Si nous occupons nos jeunes, nous n'aurons pas à faire face à ces groupes terroristes aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut appeler donc un franc-parler. Monsieur le ministre, qui est donc notre invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre Diop, à Bruxelles, est-ce qu'il a été également question du renouvellement du mandat de la MINUSMA? Justement, expliquez-nous un peu les réserves formulées par notre pays avant le dit renouvellement, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Pas directement à Bruxelles, mais j'ai suivi moi-même les discussions pour le renouvellement de ce mandat. Vous avez suivi le 13 juin, j'ai été dépêché à New York pour faire entendre la voix du Mali, qui dès le début n'a pas souhaité s'opposer au renouvellement du mandat, mais a mis un certain nombre de conditions. Ces conditions sont au nombre de 3. Le premier, c'était l'opposition ferme au recours à Barkhane, suite à une demande des Nations Unies et de la France, pour que Barkhane apporte un soutien aérien français à la MINUSMA pour exécuter son mandat. Nous avons dit non. Et les membres du Conseil ont suivi notre opposition et finalement, cette question a été enlevée de la table. La deuxième grande préoccupation du Mali, elles sont au nombre de 3, c'était justement sur la question des droits de l'homme où nous voyons un certain nombre de pays qui s'abritaient derrière les questions de droits de l'homme pour pouvoir créer des problèmes au Mali. C'était ce qu'on appelait la politisation des droits de l'homme, l'instrumentalisation des droits de l'homme, ou des ressortissants même de certains pays qui sont présents au sein de la MINUSMA utilisent cette mission à d'autres fins que nous avons dénoncées. Donc pour nous, le pays Mali n'est pas opposé à la question des droits de l'homme, mais nous trouvions que la demande spécifique de dire qu'il faut que la MINUSMA fasse des enquêtes indépendantes, nous nous sommes opposés parce que nous trouvons qu'il s'agit de prérogatives régaliennes de l'État malien et qui doit faire des enquêtes nécessaires, qui doit protéger et promouvoir les droits de l'homme sur son territoire et que la mission des Nations Unies ne peut être là que pour accompagner. Je crois que ça, c'est le deuxième point. Et naturellement, le troisième point, c'était par rapport à la référence au G5 Sahel. Le Mali, naturellement, n'est pas opposé à ce que les pays frères, membres du G5 Sahel, puissent bénéficier d'un appui dans ce cadre-là. Mais nous avons dit très clairement qu'aucun langage dans le nouveau projet de résolution ne doit impliquer que le Mali est membre de cette organisation. Donc, aucune obligation ne doit être générée dans ce cadre-là vis-à-vis du Mali. Donc, je crois que ce qui s'est passé le jour de l'adoption de la résolution doit être lu par rapport à ça. Le premier point a été totalement enlevé. Le deuxième point, il y a un dispositif lourd par rapport aux questions de droits de l'homme, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions. Mais sur les droits de l'homme, notre objection, c'était de dire que nous ne pouvons pas donner une liberté totale de mouvement à la MINUSMA pour faire des enquêtes là où elle veut, quand elle veut, sans l'accord préalable de l'État malien. Alors, monsieur le ministre, c'est quoi donc la suite? Maintenant que la résolution est adoptée, on le sait, sans la prise en compte de nos réserves, comment vont se passer les choses donc sur le terrain? On ne peut pas descendre la prise en compte de nos réserves. Notre réserve fondamentale, je le rappelle, c'était le soutien aérien à Barkhane. Ça a été enlevé. Le droit de l'homme constitue une préoccupation. Ça a été adopté, mais là aussi, on peut dire qu'il y a quand même la voix du Mali qui a été entendue, malgré cela. Parce que si vous voyez aujourd'hui, c'est vrai que la résolution a été adoptée par 13 voix contre 2 abstentions, notamment la Russie et la Chine. Je rappelle que depuis la mise en place de la MINUSMA par la résolution 2100 en 2013 à aujourd'hui, la Russie et la Chine se sont toujours joints aux autres États membres pour adopter les résolutions par consensus. C'est la première fois en 11 ans que ces 2 pays s'abstiennent. Et s'abstenir aussi, c'est un message. Ça s'est fait aussi dans le cadre de concertation avec l'État malien, où ils estiment que l'argument de l'État malien, de dire que mener des enquêtes indépendantes sans son accord viole sa souveraineté. Je crois que l'abstention, c'est ce que ça voulait dire, parce qu'ils comprennent aussi qu'il y a beaucoup de manœuvres politiques qui sont derrière cela. Et même un pays africain comme le Gabon, quand même si
il a voté pour la résolution. Le Gabon a fait une déclaration extrêmement forte pour dire que cette résolution viole la souveraineté de notre pays. Donc pour nous, ces 2 abstentions constituent une victoire diplomatique pour notre pays, qui n'est pas, encore une fois, je le rappelle, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais nous travaillons pour mobiliser les membres du Conseil de sécurité autour de nos préoccupations, et nos préoccupations essentielles ont été prises en compte. Sur cette question spécifique des droits de l'homme, aujourd'hui, le Conseil de sécurité est divisé, parce que nous avons 2 membres permanents qui se sont distancés, qui se sont alignés du côté du Mali. Et beaucoup de membres du Conseil aussi, même s'ils n'ont pas voté contre, estiment que l'argument du Mali par rapport à cette question, cet argument-là a du poids. Mais monsieur le ministre, s'il arrivait que la MINUSMA touche aux questions de droits de l'homme ici au Mali, qu'est-ce qui va se passer? Pardon? S'il arrivait que la MINUSMA, comme vous avez émis des réserves par rapport aux questions de droits de l'homme, que la MINUSMA n'est pas assimilée, si ça arrivait, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça ne peut pas arriver. Pour nous, c'est absolument clair. C'est la MINUSMA quand même ici, à l'invitation du gouvernement du Mali, le Mali étant un État souverain, la MINUSMA, l'exécution de ce mandat sur les droits de l'homme pour pouvoir avoir accès à des sites ou mener des enquêtes, ou en tout cas, elle doit peut-être, ce qui est prévu, c'est qu'elle appuie l'État malien par rapport à ça. Nous, notre position est très claire, c'est ce que l'ambassadeur Konfourou a indiqué dans sa déclaration, que le Mali n'appliquera pas cette disposition et que si la MINUSMA doit faire quoi que ce soit en matière d'enquête sur les droits de l'homme, elle doit s'en référer aux autorités compétentes maliennes. Et c'est dans ce sens que nous allons continuer à travailler avec la mission, mais sur ce point particulier, la souveraineté et les prérogatives régaliennes de l'État malien doivent être respectées et nous n'accepterons pas qu'il y ait des malices derrière les droits de l'homme pour pouvoir atteindre d'autres objectifs et déstabiliser l'État malien. C'est clair. L'actualité, monsieur le ministre, c'est aussi le sommet de l'OTAN. Le ministre espagnol des Affaires étrangères n'a pas exclu une intervention de l'OTAN au Mali. Comment comprenez-vous cette déclaration, monsieur le ministre? Cette déclaration est inacceptable. En tout cas, les propos qui ont été attribués au ministre des Affaires étrangères espagnol, ces propos sont inacceptables, sont inamicaux, sont graves, parce que ces propos tendent à encourager une agression contre un pays indépendant et souverain. Je dois dire que nous avons convoqué aujourd'hui l'ambassadeur d'Espagne au niveau du ministère des Affaires étrangères pour élever une vive protestation par rapport à ces propos. Elles sont d'autant plus graves que s'il fait référence au fait que l'OTAN n'excluait pas d'intervenir au Mali. Mais nous avons rappelé que le ministre doit se rappeler que la situation actuelle d'insécurité et d'expansion du terrorisme au Sahel est surtout liée à l'intervention de l'OTAN en Libye, dont nous payons encore les conséquences. Donc ça sera très mal inspiré de pouvoir s'engager sur cette voie. Nous avons demandé des explications, une clarification de cette position au gouvernement espagnol. Nous espérons que cela va venir assez rapidement. Et aussi, je tiens à rappeler que cette position du ministre des Affaires étrangères espagnol est en contraste avec les relations amicales que le Mali a toujours entretenues avec l'Espagne, qui a toujours marqué son soutien à notre pays. Nous sommes surpris par cette déclaration que nous condamnons. Monsieur le ministre, nous allons parler du sommet de la CEDEAO qui va se tenir le dimanche prochain. Oui, bien sûr, le Mali sera au cœur des débats. Qu'attendez-vous de cette réunion? Le Mali attend que toutes les avancées importantes qui ont été enregistrées au cours de ces derniers mois, notamment depuis un mois et demi, et qui ont été versées au niveau du médiateur Goodluck Jonathan, depuis la fixation de la durée de la transition, mais aussi la mise en place d'un comité chargé de l'écriture d'une nouvelle constitution, la mise en place d'un mécanisme commun de suivi du chronogramme, la diffusion du chronogramme détaillé tel qu'attendu, et l'ensemble de ces questions et beaucoup d'autres actes qui ont été posés ces jours-ci vont dans le sens d'une levée de ces sanctions. Et ce que nous attendons de la conférence des chefs d'État, qu'elle se situe dans une posture d'accompagnement de notre pays, de pouvoir prendre en compte ces avancées et qu'aujourd'hui comprendre que le train a quitté la gare, le Mali est en train d'avancer et que la CEDEAO puisse accompagner le Mali dans cet exercice. Mais comme le président du CNT l'a dit tout à l'heure, nous attendons avec sérénité cette décision, avec la conscience que nous sommes engagés pour notre pays
et nous sommes déterminés à faire ce qui est nécessaire pour un retour à l'ordre constitutionnel, pour le bénéfice d'abord des Maliens, mais aussi pour la stabilité de la région. Oui, Monsieur le ministre, vous venez de le dire, beaucoup de diplomates également au Mali souhaitent la levée des sanctions contre le Mali, à l'image de l'ambassadeur des États-Unis au Mali qui est en fin de mandat. Il l'a dit hier à la célébration de l'indépendance des États-Unis. Je ne sais pas si vous étiez là-bas parce que vous étiez à Bruxelles. Voilà, donc ainsi prend fin cet entretien. Merci, Monsieur le ministre, pour ces détails. Je vous propose à présent de suivre ce reportage de Aoulusseïnou Touré. Donc, les États-Unis d'Amérique célèbrent son indépendance. L'événement, ça s'est célébré ici à la représentation diplomatique. Parmi les nombreux invités, une bonne douzaine des membres du gouvernement, ce qui démontre à souhait la robustesse des relations de coopération entre nos deux pays. L'ambassadeur Denis B. Hawkins a souhaité dans ses propos, je le rappelle encore une fois, la levée des sanctions contre le Mali. Reportage. Il y avait du beau monde ce jeudi soir à l'ambassade des États-Unis et pour cause. Ce grand pays célèbre le 246e anniversaire de son indépendance. Le pays a expérimenté la démocratie qu'il estime comme étant le meilleur mode de gouvernance, même si cela a été nuancé. Le chronogramme, la réforme politique, l'installation de ce groupe pour une nouvelle constitution. Et même il y aura une augmentation de notre appui direct pour les Maliens pendant ces changements politiques qui nous espérons peut créer un système démocratique qui marche bien pour les Maliens. Et nous savons que chaque système démocratique c'est différent. Et c'est évident que pendant les dernières années, c'est évident qu'il faut faire quelque chose de différent. Au dire de l'ambassadeur Hankins, le Mali reste l'un des pays de concentration de l'aide des États-Unis en Afrique. Nous sommes très fiers d'être toujours le premier partenaire bilatéral en termes d'assistance humanitaire et de développement. La majorité de notre assistance est dans le secteur de santé. Et je peux dire que, comme ambassadeur, il y avait les avancements. J'ai noté qu'en termes, particulièrement dans la lutte contre le paludisme, où les États-Unis c'est le partenaire prioritaire, le Mali c'est le milieu de tous les pays africains en termes d'utilisation des mousquetaires. Il y avait une diminution de prévalence. Notre assistance pendant la crise de Covid avec les autres partenaires était claire. Mais même dans les autres secteurs, avec le changement, la transition, on a recommencé les programmes de développement au nord pour la première fois en 10 ans. Le diplomate américain a exprimé le vœu de voir lever les sanctions contre notre pays à l'issue du prochain sommet de la CEDEAO. Pour sa part, le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine, représentant son collègue des Affaires étrangères, s'est félicité de l'appui multiforme des États-Unis en faveur de notre pays, en particulier dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Il a également exprimé l'engagement de notre pays à œuvrer au renforcement de cette coopération si fructueuse. Autre grand titre de ce journal, probablement une station de pompage Somagep-SA dans la cour de l'Institut d'économie rurale. Hier, deux membres du gouvernement au cours d'une rencontre avec les travailleurs de l'Institut ont échangé et examiné la faisabilité du dit projet qui, une fois réalisé, va améliorer la desserte en eau potable des populations de la rive gauche. Tamsir Diabaté, Adama Kamara. Le ministre en charge de l'énergie et de l'eau et celui du développement rural sont à pied d'œuvre pour trouver un terrain d'entente sur la faisabilité du projet d'installation d'une station de pompage dans la cour de l'Institut d'économie rurale hier, 6 à Sotiba. Le premier acte constitue les échanges directs avec les travailleurs, échanges au cours desquels les agronomes, chercheurs, producteurs et syndicalistes ont mis l'accent sur le respect strict des normes internationales afin d'éviter d'éventuels désagréments sur la recherche agricole. Et les deux ministres ont donné l'assurance de tout mettre en œuvre pour la bonne réalisation du projet. L'approche du gouvernement, elle n'est pas mauvaise. Pour boire de l'eau, il faut manger aussi. Ils ne sont pas venus pour exproprier l'IR. Ce qu'ils ont raté en amont dans l'approche peut revenir dans la consultation des techniciens.
Et l'acte 2 a été la visite du site où devra être installée la station de pompage de la SOMAGEP. Ici, les techniciens de l'UER et de la SOMAGEP face au ministre ont chacun de leur côté avancé des arguments par rapport à la faisabilité du projet. Oui, les échanges étaient houleux, eux-mêmes parfois passionnés, mais au finish, ils se sont compris et les discussions vont être approfondies entre les deux parties. Lorsque cette station va s'installer, ça va nous permettre vraiment d'améliorer l'alimentation en eau potable de toute la rive gauche, de façon générale, de Bamako en matière de fourniture de l'eau. L'objectif que rechercher, c'est encore améliorer les conditions de vie. C'est la raison maintenant qui est en train de primer et nous avons demandé aux techniciens de l'IER et les techniciens de la SOMAGEP de se rencontrer pour trouver une solution qui prendra en charge les intérêts de la SOMAGEP et les intérêts de l'IER. Cette approche se veut inclusive et vise à mettre les acteurs concernés au même niveau d'information, mais aussi et surtout solutionner la problématique de la pénurie d'eau dans le district de Bamako. Et dans un communiqué, le ministre de l'Énergie et de l'eau, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau informe l'opinion publique de la suspension des activités d'orpaillage sur toute l'étendue nationale du territoire de la période allant du 15 juin au 30 septembre 2022. Le ministre des Mines exhorte les autorités administratives et coutumières, les organisations de la société civile, la presse ainsi que les exploitants des localités concernées à conjuguer leurs efforts pour le respect strict de cette disposition. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en partenariat avec l'USAID, a remis ce jeudi des équipements de lutte contre la grippe aviaire au ministère du Développement rural chargé de l'élevage et de la pêche. Cet appui vient en complément de celui de 2021 d'une valeur cumulée de plus de 124 millions de francs CFA. Sorona Kamisuko, compte rendu. C'est le laboratoire central vétérinaire de Bamako et la Direction nationale des services vétérinaires qui viennent de bénéficier des équipements de protection individuelle et des réactifs et consommables de diagnostic au laboratoire. Selon les donateurs, cette remise de matériel vise à améliorer les soins de santé animale en général et à lutter efficacement contre la grippe aviaire en particulier. Cette cérémonie entre dans le cadre du soutien au programme de sécurité sanitaire mondiale dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé animale en Afrique. La FAO accorde une attention particulière au renforcement des capacités de riposte aux éventuels fléaux de l'élevage. L'acquisition de ces matériels permettra à coup sûr de renforcer les capacités opérationnelles des structures bénéficiaires sur le terrain. Ces équipements ont été acquis avec l'accompagnement de l'Agence des États-Unis pour le développement rural. Que la FAO et l'USAID trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pour le soutien constant au secteur agricole en général et à l'élevage en particulier. Cet appui représente une valeur cumulée de 124 775 000 francs CFA. La cérémonie de remise a été sanctionnée par la visite des installations du laboratoire central vétérinaire de Bamako. Et cette sortie maintenant, il s'agit de celle effectuée par une délégation de l'Union européenne à Samanco pour voir les installations de l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ICRISAT. Objectif, renforcement des liens de partenariat. Retrouvons Sorona Kamisuko et Aruna Diara. La création de l'ICRISAT, selon ses responsables, est une réponse à la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. C'est là à travers l'accroissement de la productivité des cultures et la résilience au climat. À travers cette visite, la délégation de l'Union européenne a voulu s'imprégner du fonctionnement de l'Institut, du laboratoire de pathologie végétale au champ d'expérimentation, en passant par la banque de gènes et le centre de traitement des semences. Et nous avons voulu faire cette visite en équipe Europe à nos collègues de ICRISAT pour voir nous-mêmes quelles sont les solutions qui sont offertes ici pour améliorer la qualité de la production et pour aussi augmenter le volume de la production agricole, non seulement au Sahel, mais aussi en toute l'Afrique de l'Ouest.
Selon le premier responsable de l'ICRISAT, malgré la performance réalisée en matière de recherche agricole, l'Institut se trouve confronté à des défis majeurs. Il n'y a pas vraiment cet accompagnement des gouvernements. Il faut des routes pour que les producteurs puissent évacuer l'excès de production. Il faut des engrais. En ce qui concerne la recherche, nous pensons que nous avons les équipements, nous avons les ressources humaines, des chercheurs très compétents, qu'on peut toujours avoir des solutions. Créé en 1972, l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides a pour ambition de contribuer au renforcement des capacités de 600 millions de personnes en vue de surmonter la faim, la pauvreté et la dégradation de l'environnement. Mise en place du pôle de ressources locales dans le cercle de Kolokani, une initiative de l'ONG Mali Folkecenter Nieta à travers l'ambassade de Suède au Mali. Coût du projet 4,8 milliards de francs CFA. Envoyés spéciaux à Kolokani, Agibou Koulibaly, Brahima Koulibaly. En choisissant le cercle de Kolokani pour abriter un pôle de ressources locales, l'ONG Mali Folkecenter Nieta contribue à fédérer les compétences territoriales dans la dynamique de création d'emplois verts. Et c'est là où nous avons initié ce projet Innovreg, que la Suède a bien voulu nous accompagner pour l'ensemble des territoires, mais avec un focus sur 5 pôles, donc le pôle de Bougouni, le pôle de Sigasso, le pôle de Mopti, et aujourd'hui nous sommes à Kolokani pour mettre le pôle de Kolokani, et après donc il y aura le pôle de Kaï. C'est en octobre 2021 que l'ambassade de Suède au Mali et Mali Folkecenter Nieta ont signé un accord autour de la mise en œuvre du projet. C'est à la fois un programme qui va combattre ces effets néfastes du changement climatique, mais aussi apporter des solutions et créer des emplois. Ici, je voulais aussi insister sur le fait que c'est un programme qui va promouvoir les idées innovatrices, surtout de la jeunesse. L'enjeu est important car il s'agit d'explorer nos potentialités et d'identifier les acteurs locaux répondant aux prédispositions entrepreneuriales. Je voudrais en conséquence vous inviter à donner le meilleur de vous-même à la réussite du pôle. À terme, outre d'être la garantie d'un travail décent, le projet veut opérer le transfert de technologie qui est un élément clé de la création d'emplois verts. Le ministre de la Défense et des anciens combattants ont signé une convention avec son homologue de l'emploi. La convention devra permettre l'insertion professionnelle des jeunes dans les camps. Achanta Koulibaly pour plus de détails. Cette signature de convention entre le ministre de la Défense et des anciens combattants, les 2 membres du gouvernement signent à cet effet un partenariat de collaboration visant à créer des opportunités d'emploi. Ce cadre traduit la volonté des 2 départements de faire en sorte que toutes les cibles et toutes les catégories d'acteurs qui travaillent au sein de l'armée soient concernés en matière de formation, en matière d'opportunités d'emploi et également en matière d'accompagnement des zones libérées par notre armée. C'est une belle initiative. L'accord que nous venons de signer avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle va nous aider d'abord à former des jeunes militaires qui vont concourir au développement du pays. Et au-delà, ça va nous aider aussi dans les zones de conflit à aider les jeunes qui sont généralement manipulés par les terroristes à les sortir de ce cadre et leur permettre de revenir vers l'État et de stabiliser nos régions. La dite signature de convention est perçue comme une opportunité importante, renforçant non seulement la relation civilo-militaire, mais aussi favorise la création d'emplois. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, inaugure la nouvelle unité psychiatrique de la polyclinique des armées de Kati. On voit tout cela avec Aridou Matina. La polyclinique des armées de Kati, dotée d'une unité psychiatrique, l'infrastructure sanitaire, a été possible grâce à la parfaite coopération avec la République fédérale d'Allemagne.
L'unité va permettre de renforcer le plateau technique de la direction centrale des services de santé des armées. Le militaire, sur le terrain, est confronté à pas mal de situations difficiles qui font que l'aspect médical devait ressortir, et c'est ce qui a fait que le concept du service santé des armées a vu le jour avec la décision. Parce que cet édifice que vous avez devant vous, je dirais, il est unique sur le plan national, sinon je dirais même sur le plan de la sous-région. Et ça, c'est une fierté pour nous d'être pratiquement au top afin de mieux prendre en charge justement les patients, aussi bien militaires que civils. Des projets qui sont vraiment flatteurs et qui touchent le centre de gravité de la montée en puissance des femmes. Ce sont des projets, on va au niveau de la DMHA, tout ce que vous avez à faire comme bunker, qui nous manquait beaucoup, plusieurs projets. Et vraiment, ce projet-là nous enlève une épine du pied, parce que ça rentre dans le cadre vraiment de la vision des autorités du Mali. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie, du travail des militaires. Le nouveau joyau, selon les spécialistes, est unique en son genre. Ceux-ci ont rassuré qu'il sera utilisé convenablement. Ce qui nous permet de faire le point Covid, ce qui nous amène directement à faire le point Covid. De ce 1er juillet 2022, on note 4 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 20 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. L'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, encore plus près des opérateurs économiques. Un bureau de la direction marketing et de la publicité de l'Office est désormais opérationnel au Hall de Bamako, en commune 6. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur général de l'ERTM, Hassan Baba Djombele, compte rendu Koumba Sissé. Tant qu'il y a des ressources humaines qualifiées dans une structure, les idées ne manquent pas pour aller de l'avant. Désormais, le service marketing de l'ERTM a un bureau bien équipé au Hall de Bamako. Il est installé au premier étage appelé Marché Adrar des Ifouras. L'objectif principal de cette initiative est de rapprocher davantage l'ORTM des commerçants. Nous avons pensé au Hall de Bamako parce que, comme vous le savez, c'est un marché qui est là, qui est assez intéressant à un certain moment de l'année, notamment à la veille des fêtes. Et nous avons pensé qu'il était important pour nous, ORTM, d'être présents dans ce marché-là et d'offrir un package au niveau du marketing à nos clients, à ces clients potentiels qui sont là, notamment les petits revendeurs, les petits commerçants, ceux qui font du travail manuel, mais qui ont besoin quand même d'une certaine promotion. L'appel, c'est vraiment de demander à la population de la commune 6, la commune 5, de venir nous voir, de venir au Hall de Bamako, surtout pendant cette veille de fête, de venir faire la promotion, de venir faire la publicité. Nous sommes ouverts et nous sommes là pour eux. Le RTM est prêt à collaborer avec toute personne qui le désire. Pour cela, il a cassé les prix de ses prestations en faveur des commerçants détaillants. On a fait des offres promotionnelles adaptées à leurs moyens. Voilà, des offres promo à hauteur de 50% environ. Donc nous, on est là. Le bureau est déjà opérationnel à partir de ce jour 1er juillet 2022. Et on a un bureau qui est animé de 8h à 16h. Déjà à la cérémonie d'ouverture du bureau, quelques clients ont réagi. La présence du service de marketing nous aide beaucoup. Je suis manager et j'ai une société ici. C'est pourquoi je suis là pour une prestation qui va donner plus de visibilité à mes activités. La cérémonie d'ouverture du bureau était retransmise en direct sur la chaîne 2. Aussi, l'ORTM a remis des cadeaux symboliques aux invités. Voilà, l'ERTM au Hall de Bamako. Donc, 3 milliards de francs CFA, c'est le capital de la compagnie d'assurance Takaful Mali qui vient de lancer ses activités au Mali. Boubacar Bablé-Touré pour plus de détails. La famille des sociétés d'assurance au Mali vient de s'agrandir. Assurance Takaful Mali, un nom dérivé du mot Fatala, entendez par là l'entraide, vient de lancer officiellement ses activités. Une première compagnie d'assurance islamique en Afrique de l'Ouest, dont le Mali a la chance d'accueillir. Une compagnie qui se distingue des assurances classiques. Par le fait de plusieurs aspects qui sont entre autres une mutuelle assistance,
La souscription est une adhésion à une idée d'assistance à autrui. La contribution est une cession volontaire au bénéfice des adhérents qui seront frappés par un sinistre dont l'objet de la souscription. Les participants ont un droit de regard sur la gestion des fonds. Présence d'un comité charia, investissement en conformité avec les principes de la charia, etc. Avec un capital de 3 milliards de francs CFA, la compagnie d'assurance Takaful offre à ses clientèles 7 produits dont les assurances automobiles, maladies, marchandises, transport. Nous sommes donc en présence d'un nouvel acteur et de nouveaux produits sur le marché des assurances qui offrent des possibilités énormes d'investissement qu'il sera judicieux de partager avec le plus grand nombre de personnes. Car en plus d'être une opportunité de s'assurer, il constitue en même temps un investissement sûr et rentable. En plus de ces produits, l'assurance Takaful donne également l'occasion à ses assurés de faire des épargnes pouvant faire d'eux des associés de la société. Sur un tout autre plan, dans le cadre de la moralisation des examens de fin d'année et le bon déroulement des épreuves, le ministère de l'Éducation nationale et la police nationale mènent une grande opération de sécurisation des lieux d'examen. Et après les examens du DF, l'opération a visiblement porté fruit. Déjà, les éléments du commissariat du 2e arrondissement du district de Bamako ont mis la main sur des individus mal intentionnés. Ces derniers étaient sur le point de donner des sujets déjà traités à certains candidats. On écoute là-dessus le commissaire divisionnaire du 2e arrondissement du district de Bamako, Elhaj Baba Wangara, est au micro de Ibrahim Kaou Konaté. En ce qui concerne les examens qui viennent de commencer à travers le DEF, diplôme d'études fondamentales, les instructions nous ont été données par le commandement de la police en termes de présence sécuritaire à tous les niveaux, dans tous les centres, au niveau de nos différentes communes, dans les régions, les cercles un peu partout. Et nous, qui sommes chargés des différentes unités à Bamako, on a été présents dans les centres d'examen. En termes d'effectifs, en termes même de visibilité auprès des hommes qui sont chargés de l'organisation. Nous avons travaillé en amont. Il faut lutter contre ce phénomène. C'est dans cette optique qu'on a pu mettre la main sur des hommes, des individus qui se sont fixés d'objectifs de ternir l'image de l'État à travers le dispatching des sujets traités. Donc, de fil en aiguille, on a pu remonter l'information et même arrêter certains individus qui sont à la base de ces comportements malsains. On les a bloqués dans leur action. Ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Il n'y a pas eu de fraude. Le message particulier, c'est de nous aider, d'aider la police, d'aider les forces de sécurité, d'aider l'État à ce qu'on ait des villes paisibles, et avoir aussi des villages paisibles, avoir un pays de paix. Voilà, c'était là les propos du commissaire divisionnaire Elhaj Baba Wangara. Restons avec nos braves policiers. Les éléments du commissariat du 4e arrondissement ont mis hors d'état de nuire à 2 individus en possession d'armes de guerre. 2 braqueurs qui opéraient dans la forêt classée de la Faya. Une opération réussie grâce à la collaboration entre la police et la population. Les investigations sont toujours en cours pour trouver d'autres complices éventuels, nous précise Bemba Sibi. 2 coupeurs de route ont été appréhendés par le commissariat du 4e arrondissement. Le premier a été arrêté le 27 juin. Les investigations ont permis de mettre le grappin sur son acolyte. Dans la nuit du 26 au 27, nous avons reçu des informations sur des individus armés qui opèrent dans la forêt classique, la Faya. Ils avaient fait un premier accrochage avec la brigade antiterroriste de la police. Fort de cette information, nous avons interpellé le nommé Demba Boli en possession d'un PM avec des munitions. Et sans détour, il a reconnu et il a dénoncé également ses complices. Et parmi les complices, on a pu interpeller
Ali Bari. Certaines victimes de ces braqueurs ont fait leur déposition. À l'image de ce jeune homme qui a tenu à garder l'anonymat, ils l'ont dépouillé de son téléphone et d'une somme de 1 800 000 francs CFA. C'était un dimanche soir il y a un mois, dans les environs de 23h minuit, où on a été attaqué. On était deux, moi et le chauffeur. On a bloqué le véhicule et un camion était déjà arrêté devant nous. On n'avait pas le choix. Donc ils sont venus nous braquer, nous faire descendre et nous mettre sur la poitrine. Ils nous ont retiré de l'argent, nos téléphones. Les hommes du commissaire Traoré ont réussi à mettre hors d'état de nuire ces braqueurs multirécidivistes grâce à la franche collaboration entre la police et la population. Les instructions que nous avons reçues de la hiérarchie pour lutter farouchement contre la criminalité, le bandisme, et cette lutte-là aussi va continuer. Et c'est ce que les commissaires sont en train de faire en collaboration avec la population. Nous saisissons l'occasion aussi pour les retirer notre invite à continuer dans cette dynamique de dénonciation des cas suspects. Ils peuvent appeler aussi au numéro vert. Les investigations sont en cours pour débusquer d'autres complices éventuels. Entre-temps, les dossiers de ces deux braqueurs sont transférés au parquet de la commune 5 où ils seront fixés sur leur sort. À la collaboration des populations demandées. Direction la cité des Balanzans, où les lois et politiques de lutte contre l'esclavage au Mali au cœur des échanges entre le Bureau national du travail BIT et les inspecteurs et contrôleurs de travail de Ménaka, Gao, Mouti, Tombouctou, Djouila et Ségou. Honoré Chinou nous en parle. La présente rencontre des inspecteurs et contrôleurs de travail vise à partager les lois politiques de lutte contre l'esclavage, l'identification et le rapportage des cas rencontrés en zone rurale et l'économie informelle. L'initiative est du Bureau international du travail BIT à travers son projet de lutte contre l'esclavage et la discrimination fondée sur le cas du Mali. L'esclavage est une question à la fois sensible et complexe à combattre. C'est pourquoi le BIT a sollicité cette formation à l'intention des inspecteurs de travail à lutter contre ce fléau. Définition des concepts droits de l'homme, esclavage et travail forcé, les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux de lutte contre le travail forcé constituent l'ossature des échanges. Permettez-moi de vous remercier de votre présence, ce qui dénote de votre engagement sans relâche auprès du projet de lutte contre l'esclavage et de la discrimination fondée sur l'esclavage de l'OIT au Mali, à promouvoir et à protéger les droits de l'homme en général et à éradiquer l'esclavage, en particulier sur l'étendue du territoire du Mali. Au-delà du respect des engagements juridiques nationaux et internationaux, notre pays a toujours considéré les valeurs de tolérance et d'humanisme qui caractérisent la société malienne. À noter que cet effort d'appui institutionnel, le BIT est en collaboration avec l'Association des droits humains TEMED, l'ONG Anti-Slavery International et la Direction nationale du travail. Le 23h sera une présentation de Abdul Karim Kaba. Je vous retrouve demain à 20h. Merci pour votre fidélité à l'ERTM, particulièrement nos téléspectateurs de Kai, Kita et Kassaro. Et on me prévient qu'il n'y aura pas de 23h ce soir. Toutes nos excuses. Alors, moi je vous dis demain 20h. Bonsoir à tous.